présenté en détail par notre collègue, M. Chiboura, coordinateur du PAS Tunisie, c'est le budget participatif. Nous avons commencé tout un travail de mise en place du budget participatif au sein du secteur municipal en Tunisie. Nous avons commencé par 12 municipalités, 4 municipalités pilotes dans le cadre de la coopération avec l'agence de la coopération allemande en Tunisie, la GIZ. C'est les municipalités de la Marsa, Menzelbourgib, Toulouse et Gex. Et nous avons commencé avec un deuxième groupe de municipalités, dont également Kafsa, Sfert. Et pour mettre en place le budget participatif, on a pris une tranche du budget dans le cadre de la programmation du budget de la prochaine année. On a créé ce qu'on appelle des forums citoyens. Les municipalités ont organisé plusieurs réunions, c'était des réunions organisées pendant les week-ends. Lors de ces réunions, on procède à l'élection des délégués de quartier. Il s'agit de femmes. Nous avons élu 20 femmes, 43 hommes, dont le un tiers, c'est des jeunes, c'est des chiens. Voilà. Et on procède à la priorisation et le choix des projets de développement au sein de la ville. Dans ce cadre, je me souviens qu'au niveau de chaque municipalité, on a réalisé jusqu'à fin 2014 un certain nombre naisse confiance entre les gens. Et de cette confiance entre les gens, à titre d'exemple, nous sommes un micro-palais, nous sommes 3, 20, 25 personnes. Si on ne se faisait pas un peu de confiance, on passerait notre temps à se taper dessus. Et cette confiance entre les gens ferait naître une confiance entre le peuple et la représentation. Et on le sait très bien aujourd'hui qu'avant toute crise politique, il y a toujours une crise de confiance. Et pour éviter ces crises de confiance, la démarche représentative, l'approche représentative vient pour essayer à corriger tout débordement qui pourrait émaner de ce projet. D'où un exemple très important. Pour juste avant 30 secondes, avant de démarcher cet aspect du portail, la démarche représentative repose toujours sur 4 piliers, comme vous le savez, comme beaucoup le savent. C'est 1, l'information, qui est capitale. Nous sommes aujourd'hui dans une guerre d'information. 2, la consultation. 3, la concertation. Et 4, la codécision. Oui, Inch'Allah, comme on dit, on arrivera à la codécision. Malheureusement, dans les pays en voie de transition, notamment en Tunisie, on s'arrête généralement à la phase 2. Les droits perdus et qui peuvent être recouverts. C'est comme si l'on venait dire à quelqu'un, lui dire vous avez raison, mais on n'a pas de quoi vous donner de quoi rendre ce droit effectif, c'est-à-dire vous faire bénéficier de ce que vous devez donc avoir. Alors, nous allons prendre un cas d'investigation que nous avons fait, et qui est le cas d'une investigation de violation collective et qui pose vraiment le problème de la cohésion sociale. Du moment que le thème de la table ronde aujourd'hui dans cet atelier est celui de la cohésion sociale. La cohésion sociale, nous savons tous que suppose une intégration au niveau national des groupes sociaux en essayant de réduire au maximum la divergence des intérêts entre les différentes communautés. Donc il faut qu'il y ait une communauté d'intérêt aussi. Dans ce cadre, donc le premier point c'est l'intégration. Le second point de la cohésion sociale, c'est la communauté d'intérêt, aller dans le même sens, dans la même direction. Le troisième point important, qui est peut-être le socle de la cohésion sociale, c'est la solidarité. Maintenant, donc, je vais donner la parole à M. Antonio Madariaga, qui nous vient de Colombie.
nuestra última fase de descentralización Notre dernière étape de décentralisation cumple ya 30 años. date depuis 30 ans déjà. Sí, tenemos un país básicamente de ciudades, Si on a un pays essentiellement urbain, de villes, con una constitución centrada en la garantía de los derechos. avec une constitution basée sur les droits. ¿Por qué hablamos de una democracia deficitaria? Parce qu'on parle d'une démocratie déficitaire. ¿Y por qué tenemos un conflicto armado interno de más de 50 años? Parce que si on a un conflit armé qui remonte à 50 ans. Moi, j'anime une commission qui s'appelle celle de l'inclusion sociale, la démocratie participative et les droits humains, qui est née en 2003 dans le processus du FAL, Forum pour l'inclusion sociale, et qui est née dans le cadre des forums sociaux mondiaux, et qui a ensuite rejoint cette organisation mondiale des villes, CGL. On travaille depuis, donc il y a à peu près 80 villes membres de cette commission. L'idée, c'est de travailler sur ces notions de démocratie participative, de droits humains et d'inclusion sociale, mais à partir d'une approche structurelle, c'est-à-dire que la lutte, comme le disait très bien notre camarade colombien, la lutte contre les inégalités passe par les droits. Et les gouvernements locaux ont beaucoup de responsabilités en matière de droits. Pour faire en sorte que les gouvernements locaux adoptent cette charte. Elle est sur le site. Je disais qu'on pourrait mettre l'adresse tout à l'heure, que vous puissiez aller consulter ces documents. On essaye de travailler aussi sur la question du droit à la vie. Donc il y a d'ailleurs plusieurs ateliers dans le cadre du Forum social mondial qui sont prévus sur cette thématique. La lutte contre le changement climatique et la lutte pour l'inclusion économique et sociale. Et donc c'est sur cette base de recherche de solutions partagées à des défis communs que l'Assemblée des départements de France a mené cette étude. Donc je vais faire ma présentation en 2 points. D'abord présenter rapidement la méthodologie de l'étude, qui a 3 objectifs. Donc le premier objectif de cette étude est d'affirmer et de consolider l'engagement des départements français et des autres niveaux de collectivité à coopérer au niveau européen et international sur cette thématique de l'inclusion économique et sociale. Établir un peu le lien entre les images de l'autre et la violence chez les adolescents et les jeunes. Par contre, les experts et les spécialistes des médias s'accordent à l'unanimité pour dire que les discours de haine diffusés par les médias, par les journalistes, par les intervenants dans les médias contribuent amplement à amplifier la violence dans la société par les appels au meurtre, l'incitation à la xénophobie, les insultes, l'amplification des conflits. Donc les médias qui font dans la haine, donc souvent font dans la propagande, la xénophobie, l'extrémisme. Les médias sont souvent les victimes de guerre. Certains médias s'inscrivent dans la guerre, deviennent des victimes de guerre, et souvent la guerre médiatique est celle de la militaire. Donc on a vu plusieurs exemples dans le monde, dans des conflits où les médias étaient vraiment des victimes de violence. Dans l'ex-Yougoslavie, les mercenaires de la plume ont suivi la haine entre les communautés serbes, bosniennes, croates et musulmanes. Ils ont appelé parfois explicitement et incitant à la violence en citant les noms des personnes à assassiner. Une liste, on se souvient de ce journal croate qui a diffusé une liste de 5 femmes journalistes à éliminer. Il a même donné les noms de ces femmes journalistes, leur adresse, les noms de leurs enfants, le nom de leur mari. C'était des femmes désignées à abattre juste parce qu'elles ont osé à dénoncer l'implication des soldats croates dans des viols. Donc, un autre exemple, en
Serbie, les médias, après avoir désigné les ennemis extérieurs de la Serbie, se sont employés à dénoncer les traites de l'intérieur, c'est-à-dire tous les gens qui ne se dressent pas qui se dressent contre l'afflux nationaliste. Au Rwanda aussi, on a, tout le monde a vu en 1994 le rôle de radio d'Émile Collines, qui s'est inscrite dans le comté, qui a diffusé et joué le rôle de GPS en quelque sorte. Elle a localisé même les régions assignées là où il y a les Tutsis et les Hutus modérés. Donc ces journalistes, les mercenaires de Plume, se sont retrouvés, certains se sont retrouvés sur les bancs des accusés à la Cour internationale. Nous avons vu le tribunal international spécial au Rwanda et le tribunal spécial à Yougoslavie. Il y avait des journalistes qui se sont retrouvés sur les bancs des accusés. Donc, notre municipalité pilote, le soir a été fait face aux services de développement et aussi à partir de la présence de ce projet sur le terrain et des interventions aussi du PNUD sur le terrain. Alors là, ce projet a été formulé dans le cadre de l'initiative ART dont ma collègue Talal vient de présenter. C'est une initiative qui met des projets autour du monde aujourd'hui dans plus d'un 20 pays et qui est promu une approche de développement, c'est une approche territoriale où tous les acteurs du territoire joignent ces efforts pour promouvoir le développement de ce territoire. Alors, dans ce type de programme, l'une des caractéristiques, l'un des points forts, c'est de profiter d'un réseau de coopération décentralisée et de coopération décentralisée. On conçoit la coopération décentralisée dans un sens large et inclusif où on inclut les associations de la société civile, l'académie, les universités, les collectivités locales, les programmes et projets de développement. Beaucoup dans le budget de l'État, mais le retour de ces revenus reste très faible, ce qui crée un problème de cohésion sociale et d'appropriation territoriale. Donc ils veulent que, ou bien stopper, décider de stopper l'extraction, c'est le cas des manifestations et des mouvements, ou bien continuer tout en gardant, c'est-à-dire tout en réfléchissant sur un plan de développement territorial, là où ces régions-là pourront avoir plus de revenus de ces richesses. L'approche à la propriété des ressources naturelles, par exemple à Qatar, à Koweït, en Algérie, on parle ici que ces richesses naturelles sont la propriété de l'État. Dans la constitution tunisienne, on parle que ces richesses sont la propriété du peuple tunisien. Et là, c'est différent entre la décision pour les revenus acquis revient. Selon votre expérience, est-ce qu'on a pensé dans des pays à indexer les transferts de l'État vers les collectivités locales sur un indice de pauvreté multidimensionnel, sur un indice de développement humain, un truc comme ça, et tout en intégrant dans cet indice les revenus des richesses naturelles des régions. C'est-à-dire ne pas laisser les revenus de toutes les richesses de la région pour elles, mais garder quand même la part qui reviendrait pour rattraper le retard de développement dont l'État central est le seul responsable. Voilà, c'est aussi une question par rapport à un système de péréquation. Est-ce que selon votre expérience, cela peut servir à mettre en place un bon système de péréquation qui intègre
le partage, la redistribution des revenus naturels. Donc je les remercie. J'aurais une ou deux questions à poser à Madame Lamini relatives au mouvement migratoire sur lesquels vous avez travaillé. Vous avez pris uniquement les mouvements migratoires institutionnalisés. D'accord? Pour les clandestins, ils ne sont pas. Et pour la contribution, vous avez analysé essentiellement la contribution au niveau des pays d'origine, des pays émetteurs de ces mouvements migratoires. Donc il y a aussi peut-être ce qui serait intéressant, c'est de voir. Et nous souhaitons de mettre en place cette année. Je voudrais savoir si le MUC, vous pouvez nous assister au niveau de la mise en place de cette